Cela faisait seulement 48 heures que mon père était décédé. 48 heures. Le ciel au-dessus de Lyon était aussi gris et lourd que les pierres de la basilique de Fourvière ce jour-là. Alors que la pluie frappait les pavés des rues historiques de la Croix-Rousse, j'étais assise dans le bureau froid de l'atelier familial, l'atelier d'or. En face de moi se trouvait le frère de mon père, mon oncle Frédéric. Tout au long des funérailles, il n'avait pas lâché mon épaule et m'avait dit « Je suis là pour toi maintenant, Camille. Je protégerai ta famille. » Dans la douleur du moment, j'avais cru à sa fausse compassion. Quelle stupidité! Frédéric posa une mallette en cuir coûteuse sur le bureau en acajou de mon père. Il en sortit un dossier et le poussa vers moi. Sa voix n'était plus celle de l'homme qui murmurait dans le cimetière 2 jours auparavant. Elle était aussi froide que les morceaux de glace transportés par la Saône en hiver. « Je veux que tu signes ça, Camille. » Je fronçai les sourcils. Mes yeux étaient encore gonflés, le vide en moi était si profond que même respirer me faisait mal. « Qu'est-ce que c'est, mon oncle ? » « Une renonciation, » répondit-il comme s'il me donnait la météo. « Et un acte de transfert. Ton père a pris certaines décisions avant de mourir. » J'ai senti un spasme dans mon estomac. À cet instant, j'ai senti que tout avait changé dans cette pièce. L'odeur de la soie, les motifs centenaires sur les murs, tout m'était devenu étranger. J'ai ouvert le dossier. Mes yeux ont parcouru les lignes, mais les mots étaient flous. Jargon juridique, article, signature. Mais une phrase s'est gravée dans mon esprit comme un clou. Je cède irrévocablement toutes les parts, la gestion et la propriété de l'atelier d'or à mon frère Frédéric Renaud. Il y avait la signature de mon père en dessous, ou quelque chose qui y ressemblait beaucoup. C'est impossible, balbutiai-je. Mon père n'aurait jamais fait ça. L'atelier était à moi. Il me l'avait promis. J'y ai consacré toute ma vie. Frédéric s'est adossé à sa chaise. Un sourire féroce, que je ne lui avais jamais vu auparavant, est apparu sur son visage. Ton père, a-t-il dit en articulant chaque mot, a commis une grave erreur, Camille. Il a perdu le contrôle. Au cours des 6 derniers mois, il a failli couler l'atelier. Il a accumulé des dettes colossales. Tu mens, m'écriai-je. Mon père connaissait son métier. Nous avions reçu une commande record pour le dernier défilé à Paris. Cette commande, rit-il. Cette commande était un désastre. Elle ne couvrait pas les coûts. Ton père, obsédé par ses absurdités artistiques, en a oublié l'aspect commercial. Il m'a demandé un prêt, une somme considérable. Je la lui ai accordée. Il marqua une pause, savourant sa victoire. En échange, j'ai demandé l'atelier. Pour le sauver de la faillite, il a accepté. En voici la preuve. Je regardai à nouveau le document. La date remontait à seulement une semaine avant le terrible accident de mon père sur l'autoroute. Une semaine avant qu'il ne se retrouve sous un camion dont les freins avaient lâché. Tu ne lui as pas prêté d'argent, dis-je. Ma voix ne tremblait plus. Quelque chose d'autre se passait. La douleur et le chagrin profond que je ressentais laissaient place à autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus dur. Tu as volé l'atelier. Frédéric se leva. Il posa ses mains sur la table. Fais attention aux mots que tu choisis, petite fille. La vérité, c'est que ton père était un homme faible et que je suis fort. Cet atelier ne pouvait pas rester entre les mains d'une petite fille rêveuse qui dessine des motifs. C'est un empire et il doit être dirigé par un empereur. Donc, par toi. Exactement. Maintenant, dit-il en montrant la porte, cet endroit m'appartient. Et je ne veux pas que tu restes ici. Je te donne 15 minutes pour rassembler tes affaires personnelles. Ensuite, la sécurité viendra t'accompagner jusqu'à la porte. Tu me mets à la porte? Demandai-je, incrédule. C'est ma maison. Je vis à l'étage. Tu me mets à la porte de ma propre maison? Je rectifie, dit-il. C'était ma maison. Elle n'est plus à moi. Tu ferais bien de te trouver un autre endroit où loger à Lyon. Peut-être que tes anciens amis canuts te donneront une chambre. 15 minutes. 15 minutes pour rassembler mes 24 années de vie, l'héritage de mon père, mon avenir. À ce moment-là, j'ai touché le fond. J'avais perdu mon père, et maintenant je perdais ma maison et mes rêves. À cet instant, en voyant l'expression de victoire arrogante dans les yeux de Frédéric, j'ai cru que tout était fini. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette histoire ne se terminerait pas comme elle avait commencé, par cette froide journée à Lyon. À ce moment-là, dans cette pièce, face à ces faux documents, je ne savais même pas exactement ce que mon oncle m'avait volé. Et lui ne savait pas ce qu'il ne pouvait pas me prendre. Si vous croyez vous aussi que la justice, aussi profondément qu'elle soit enfouie, finira un jour par être révélée au grand jour, alors rejoignez-moi dans cette aventure. Car ce n'est pas seulement une histoire de trahison, c'est aussi l'histoire d'un héritage retrouvé. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et d'avoir activé la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires de ce genre. Car ce que je vais vous raconter pourrait bien être la chose la plus sombre que vous ayez jamais entendue. Je suis monté dans ma chambre à l'étage.
Les mains tremblantes, j'ai fourré quelques affaires dans un petit sac. Dame, larmes coulaient sur mes joues. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les premières gouttes brûlantes de la colère. Il y avait une chose que Frédéric ignorait. Mon père n'était pas criblé de dettes. Mon père n'était pas un homme faible. Et mon père n'aurait jamais signé ce document. Ce n'était pas une succession. C'était un vol. Et moi qui étais le véritable héritier de l'atelier d'or. J'aurais pu me retrouver à la rue, avec peut-être seulement 100 € en poche. Mais une détermination glaciale se formait en moi. Mon oncle pensait avoir lancé le jeu. Mais il se trompait. Ce n'était pas lui qui avait lancé le jeu. Il avait seulement préparé le terrain pour que je fasse mon coup. Et moi, je n'allais pas jouer selon ses règles. Lorsque la lourde porte en chêne de l'atelier d'or se referma derrière moi, ce son sourd annonça la fin d'une partie de ma vie. Les 2 agents de sécurité en costume que Frédéric avait engagés ne daignèrent même pas me regarder comme si j'étais un criminel. J'étais dans la rue. Je me trouvais à l'entrée d'une des célèbres traboules de la Croix-Rousse, ces passages secrets qui relient les immeubles entre eux. La pluie tombait silencieusement et obstinément, comme des larmes coulant sur un foulard en soie. Je serrais si fort la poignée de mon sac que mes doigts étaient devenus blancs. Les 100 € dans ma poche. Un sac rempli de vêtements. Et en moi, une colère glaciale qui ne s'éteint pas, mais qui au contraire s'intensifie à chaque respiration. Frédéric pensait que j'allais me réfugier en pleurant chez mes amis artistes à Paris, que cette petite fille effrayée allait accepter sa défaite et quitter Lyon. C'était son erreur. Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas en tant que fille de mon père. Je n'allais pas me comporter comme une victime. Je n'allais pas penser comme une victime. À partir de cet instant, j'étais une chasseuse. Et ma proie détenait l'héritage qui m'avait été volé. La batterie de mon téléphone était à 10%. Je pouvais oublier le taxi. Sous la pluie, je me mis à gravir la colline en passant entre les ateliers. Je n'avais qu'un seul endroit où aller. La seule personne en qui j'avais confiance, la seule personne en qui mon père avait confiance. Antoine Dubois. Antoine était le bras droit de mon père. Pendant 40 ans, il avait été le maître d'atelier, le maître d'œuvre de notre atelier. C'était un homme qui savait lire la soie. Il écoutait le bruit du fil, comprenait l'âme du tissu. 6 mois plus tôt, malgré les insistances de mon père, il avait pris sa retraite de manière soudaine. Ou plutôt, je comprenais maintenant qu'il avait été poussé à la retraite par Frédéric. Mon oncle ne voulait plus aucun des anciens gardiens de l'atelier. Le petit appartement d'Antoine n'était pas loin de l'atelier. Il se trouvait sur la colline, dans l'un des modestes immeubles où vivaient les anciens tisserands. Il était 9 heures du soir lorsque je frappai à sa porte. Lorsqu'il m'ouvrit, mes yeux vieux et sages s'écarquillèrent de surprise en me voyant tremper, avec pour seul bagage un sac. « Camille, ma fille, que s'est-il passé ? Entre, entre. » Il m'a fait entrer. Son appartement sentait comme d'habitude le tabac à pipe, le café torréfié et cette douce odeur poussiéreuse du vieux bois doit être utilisé pour les établis. Sa femme, Marie, m'a immédiatement apporté une serviette et une tisane chaude. « Antoine » dis-je, incapable de réprimer mes tremblements. Mais ce n'était pas à cause du froid. Il m'a jeté dehors. Antoine fronça ses sourcils épais. « Qui t'a mis dehors ? Où ça ? Frédéric. Mon oncle. » répondis-je. Et je lui racontai tout. La chambre froide après les funérailles, la mallette en cuir, les fausses dettes et cet impossible document de transfert. Antoine m'écouta en silence. Il se caressait le menton sans me quitter des yeux. Au fur et à mesure que je parlais, la tristesse sur son visage fit place à un reflet du feu qui brûlait en moi. Lui aussi était en colère. Quand j'ai eu fini, Antoine a frappé du poing sur la table. « Ce salaud !» a-t-il rugi. « Ce serpent sans honneur. Je le savais. Je savais qu'il tournait autour de ton père comme un vautour. Les dettes. Il a dit que mon père avait des dettes, Antoine. Que la commande de Paris était un désastre. » Antoine a ri amèrement. « Un désastre. Camille, cette commande n'était pas un désastre, c'était un miracle. Ton père avait découvert une nouvelle technique qui combinait la soie et le métal. Un tissu qui changeait de couleur à la lumière. Chanel et Dior étaient aux prises. Ton père m'avait dit, cela permettra à l'atelier de tenir encore 100 ans, Antoine. C'est notre avenir. Dame dette. N'importe quoi. Ton père était tendu à cause de cette technique, oui, mais pas à cause des dettes. Il avait peur qu'on la lui vole. J'ai eu l'impression de recevoir un deuxième coup de poing dans l'estomac. Qu'elle soit volée. Oui, répondit Antoine. Et tu sais qui il craignait le plus ? Son frère, Frédéric. Marie murmura, calme-toi, Antoine. Ton cœur. Mais Antoine ne s'arrêta pas. Quand il m'a poussé à prendre ma retraite, Frédéric est allé voir ton père et lui a dit, ces vieux sont réfractaires au changement. Il faut qu'ils partent. Ton père a résisté, mais Frédéric l'a menacé, c'est lui qui part, ou c'est moi. Ton père, pour garder la famille unie, m'a laissé partir. Ses yeux se remplirent de larmes. Je me souviens de la dernière chose qu'il m'a dite, Antoine, tu garderas un œil sur l'atelier, n'est-ce pas ?
Je ne fais pas confiance à Frédéric. Il ne voit pas la soie, il ne voit que les euros. Tout était désormais plus clair. Ce n'était pas de l'opportunisme. C'était un coup monté depuis longtemps. Antoine, dis-je. Le ton glacial de ma voix surprit même Antoine. Ce document est un faux. Mon père ne l'a pas signé. Ou alors, il a été forcé de le signer. Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'une preuve. Bien sûr qu'il est faux. Mais comment puis-je le prouver? Je ne peux pas entrer dans l'atelier. Ils ont tout pris. Antoine s'arrêta. Il prit sa vieille pipe en bois, mais ne l'alluma pas. Il la fit simplement tourner dans sa main. Il réfléchissait. Ton père, dit-il doucement, était très étrange ces derniers temps. Il passait beaucoup de temps dans la partie la plus ancienne de l'atelier, là où se trouve l'énorme métier jacquard. Cette machine date de 1850. Il ne laissait personne y toucher. Il l'appelait l'âme de mes ancêtres. Un éclair me traversa l'esprit. Ce métier, ce monstre de bois dans lequel je jouais à cache-cache quand j'étais enfant, où mon père m'avait appris à tisser des motifs à l'aide de cartes perforées. Antoine me regarda dans les yeux. Frédéric connaît son métier, il connaît l'argent. Mais il ne connaît pas la soie. Il ne connaît pas l'âme de l'atelier. Il ne connaît pas les secrets de ton père. Si ton père a laissé une trace, Camille, cette trace ne se trouve pas dans les livres de contes. Cette trace se trouve dans le fil. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le vieux canapé du petit salon d'Antoine et Marie. J'écoutais la pluie dehors, le cliquetis de la pluie sur la vitre. J'avais froid, j'étais sans abri et sans le sou. Mais je souriais en m'endormant, car j'avais désormais un plan. Mon oncle avait peut-être pris l'atelier, mais il n'avait pas pris l'âme de mon père. Et je savais comment atteindre cette âme. Je devais d'abord retourner dans cet atelier. La nuit que j'ai passée sur le petit canapé de l'appartement d'Antoine, à regarder le plafond, m'a semblé durer une éternité. Je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je ne voyais pas l'accident de mon père sur l'autoroute, mais le sourire carnassier de Frédéric. Ce sourire ne symbolisait pas sa victoire sur moi, mais sa haine envers mon père, lorsque les premières lueurs du jour ont filtré à travers les fenêtres de ce vieil immeuble. Antoine et moi avions déjà élaboré un plan. J'ai vu qu'il avait fait installer de nouvelles serrures électroniques sur la porte principale de l'atelier et sur la rampe de chargement arrière, dit Antoine en sirotant son café du matin. Son visage était fatigué, mais déterminé. Il a aussi remplacé les caméras de sécurité. Il est en train de transformer cet endroit en forteresse. Il peut le transformer en forteresse, ai-je répondu. Mais il ne connaît pas le secret des bâtiments de la Croix-Rousse. Il ne comprend pas que ces bâtiments ne sont pas faits de pierre, mais de fils. Antoine sourit. Il avait compris ce que je voulais dire. Les traboules, murmura-t-il. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, les traboules sont des passages secrets qui traversent les bâtiments, reliant les cours les unes aux autres, les rues les unes aux autres. Elles ont été construites il y a plusieurs siècles pour permettre aux tisserands de soie de transporter leurs précieux tissus à l'abri de la pluie. Elles étaient les artères de cette colline. Frédéric était habitué aux bâtiments stériles et modernes de Paris. Il ne connaissait que la porte d'entrée. Mais moi, j'avais grandi entre les murs de l'atelier d'or. Je savais que cet atelier disposait d'un passage secret menant à la cour du bâtiment voisin. C'était une porte qui donnait sur une ancienne cave à vin que mon père appelait en plaisantant notre issue de secours. Quand j'étais petit, Frédéric a commencé à rénover le canut de l'atelier, c'est-à-dire notre ancienne maison, pour en faire son bureau luxueux. Et je dis à Antoine, il y a des ouvriers, il y aura du bruit et du chaos. C'est à notre avantage. Quand vas-tu entrer? Ce soir. Antoine secoua la tête. C'est risqué. Ces types pourraient être là. Non, répondis-je. Ils partent à 6 heures. Mais je dois faire attention aux nouveaux bras droits. De Frédéric. Ceux en costume. Frédéric, dit Antoine, a licencié tous les anciens employés. Il n'a plus personne en qui il a confiance. Il a fait venir ses propres hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut personne qui connaisse ses magouilles. Cela ne fit qu'attiser ma colère. Ces hommes n'étaient pas seulement les gardiens de l'atelier, mais aussi d'une histoire. Ce jour-là, vêtu d'un manteau que Marie m'avait prêté et le visage dissimulé sous une écharpe, j'ai fait le tour de l'atelier. Comme un étranger, j'ai observé les allées et venues des camions de chantier, les allées et venues de Frédéric dans sa voiture noire rutilante. Il entrait dans le bâtiment avec l'air d'un patron, tandis que je restais dans l'ombre. Et à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a rendue encore plus forte. Si vous aussi, vous avez parfois l'impression d'être le plus dangereux lorsque vous semblez le plus faible, vous comprenez ce que je veux dire. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent sur votre compte en banque ou les documents que vous signez. Le pouvoir, c'est connaître ces passages secrets que personne ne voit. Si vous aussi, vous croyez que le pouvoir ne réside pas dans l'apparence, mais dans la connaissance, la suite de cette histoire est faite pour vous. Partagez votre plus grand pouvoir secret dans les commentaires. J'attends vos réponses avec impatience. À minuit, Lyon était plongé dans le silence. Antoine faisait le guet au bout de la rue.
Je me suis faufilé par la porte principale du bâtiment voisin, dont la serrure était toujours cassée. Je suis arrivé dans la cour. L'entrée du traboul était cachée derrière un arc en pierre, dissimulé par des plantes grimpantes. L'intérieur était plongé dans l'obscurité totale et sentait l'humidité, la poussière des siècles. Je ne pouvais pas allumer la lampe de mon téléphone. J'ai avancé en tâtonnant les murs de pierre avec mes mains. Mes pas suivaient ceux des tisserands qui m'avaient précédé. Ce trajet de 10 minutes m'a semblé durer un siècle. Et il était là, ce vieux portail en bois qui s'ouvrait sur la cave à vin. La serrure était rouillée. À l'aide d'un petit pied de biche et d'une bouteille d'huile de machine qu'Antoine m'avait donnée, j'ai forcé la serrure sans faire le moindre bruit. Le grincement des années s'est noyé dans l'huile. J'étais à l'intérieur. J'étais dans la cave de l'atelier. Je gravis les escaliers. Lorsque j'atteignis l'étage principal de l'atelier, j'en eus le souffle coupé. C'était mon chez-moi. Mais ce n'était plus le cas. Les hommes de Frédéric avaient mis à sac tout ce que mon père avait soigneusement installé. Les rouleaux de tissu étaient jetés par terre, mes croquis déchirés. De nouvelles tables métalliques brillantes avaient remplacé les anciens établis en bois. Ce n'était plus un atelier d'art, mais une usine. J'ai fermé les yeux. Il n'y avait pas de place pour l'émotion. L'énorme métier jacquard de 1850 se dressait comme un monument dans le coin le plus sombre de la pièce. Je m'en suis approché. C'était la seule chose dont Frédéric se moquait, parce qu'il ne valait rien. Ce n'était qu'un vieux tas de bois. Mais pour mon père, c'était le cœur de l'atelier. J'ai touché le corps en bois du métier. Mes doigts connaissaient par cœur les rainures que mon père avait touchées des centaines de fois. Les paroles d'Antoine me revenaient à l'esprit. Si ton père a laissé une trace, cette trace se trouve dans le fil. Mon père m'avait montré un compartiment secret quand j'étais enfant. Juste derrière le mécanisme complexe de l'établi, il y avait un petit tiroir où il rangeait ses modèles en carton perforé. Mais ce n'était pas un tiroir visible. Il se trouvait sous une planche. J'ai tapoté la planche avec mes ongles. Elle était là. J'ai forcé. Elle était coincée. J'ai sorti le levier de ma poche. Je n'ai réussi à l'écarter que d'1 centimètre. J'ai glissé ma main à l'intérieur. Mes doigts ont touché quelque chose de poussiéreux. Ce n'était pas du tissu. Ce n'était pas du bois. C'était du cuir. J'ai tiré dessus avec force. Ce n'était pas l'un de ces vieux carnets remplis de l'écriture de mon père. C'était un carnet plus petit, à la couverture plus rigide, plus cher. Un journal intime. Le journal intime de mon père. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. À ce moment précis, j'ai entendu un bruit provenant de la porte d'entrée. Le bruit d'une clé et d'une serrure. L'un des agents de sécurité de Frédéric venait faire sa ronde nocturne. Mon cœur s'est mis à battre comme le marteau qui frappait les cartes perforées de ce métier jacquard. Dans l'obscurité totale, derrière cet énorme métier jacquard de 1850, je retins mon souffle. Le petit journal en cuir dans la poche intérieure du manteau était comme une armure sur mon cœur. Mais c'était aussi un poids qui pouvait me trahir. Les lumières de l'atelier se sont allumées. Le gardien de Frédéric, surpris de ne pas avoir de lampe de poche, avait actionné l'interrupteur principal. L'atelier, sous la lumière froide des néons, était éclairé de manière impitoyable, comme une salle d'opération. « Il y a quelqu'un » a-t-il crié. Sa voix a résonné dans l'espace vide. À ce moment-là, je me trouvais derrière le squelette complexe en bois du métier jacquard, dans l'ombre la plus profonde. Comme mon père me l'avait appris, j'étais immobile comme un canut. Les tisserands de soie restaient si longtemps immobiles devant leur métier qu'il en devenait partie intégrante. À cet instant, j'étais moi aussi partie intégrante de la machine. Le gardien de sécurité se promenait dans l'atelier d'un pas nonchalant. Il regardait les motifs déchirés, les amas de tissu par terre. Il soupirait. Il maudissait probablement le désordre laissé par les ouvriers du bâtiment. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que j'avais peur que l'homme entende les battements de mon cœur. Il s'est approché de mon comptoir. Je me suis détesté de l'avoir traité de vieux tas de bois. Il était mon refuge. L'homme s'est arrêté devant l'établi. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche. Il était clair qu'il se moquait de la règle interdiction de fumer à l'intérieur. Il a allumé une cigarette et a soufflé la fumée vers le haut plafond de l'atelier. Quelle collection! Marmonna-t-il en regardant les établis historiques qui l'entouraient. Tout ça, c'est des déchets. Ce qui était des déchets pour lui était ma vie. Il finit sa cigarette. Il écrasa le mégot sur l'un des précieux tissus de mon père. À ce moment-là, sa froide colère fit place à une haine pure et brûlante. Si j'avais eu une arme à la main à ce moment-là, heureusement je n'en avais pas. Je n'avais qu'un plan. L'homme a jeté un dernier regard autour de lui, a haussé les épaules, a éteint les lumières et s'est dirigé vers la porte principale. J'ai entendu le bip aigu indiquant que la serrure était à nouveau verrouillée, puis que l'alarme électronique était réactivée. 10 minutes. Je suis resté immobile pendant 10 minutes, tendant l'oreille pour écouter les bruits suspects, les sirènes de police ou simplement les bruits de la nuit. Rien. Je suis sorti de l'ombre.
Je me suis dirigée à nouveau vers le Traboul, vers cette porte rouillée. Lorsque je suis sortie de la cave pour rejoindre la cour voisine, il était déjà bien après minuit. En arrivant dans la rue d'Antoine, j'ai vu que la lumière de son appartement était encore allumée. Je n'ai pas eu besoin de frapper à la porte. Antoine m'a ouvert, le visage livide. Mon Dieu, Camille. J'étais sur le point d'appeler la police. Je suis entrée. Marie priait, un chapelet à la main. En me voyant, elle s'est levée d'un bond. Tu as réussi, m'a demandé Antoine. Je n'ai rien dit. J'ai simplement fouillé dans la poche intérieure de mon manteau avec mes mains tremblantes. J'ai posé le petit journal intime en cuir marron sur la table. Tous les trois, nous l'avons regardé comme s'il s'agissait d'une bombe. Marie m'a tendu une autre tasse de tisane, mais j'ai refusé. J'ai demandé un café. Un café fort, sans sucre, comme celui qu'Antoine préparait. J'ai ouvert le journal. L'écriture de mon père. Ces lettres élégantes et calligraphiées que je connaissais depuis mon enfance. Les premières pages étaient comme je m'y attendais. Dame note sur la nouvelle technique de la soie métallique, des formules, des essais de couleurs. Il était enthousiaste. C'est une révolution, le second souffle de l'atelier d'or, avait-il écrit. Puis je suis tombée sur une entrée datant d'environ 3 mois auparavant, 6 semaines avant l'accident de mon père, le 15 août. Frédéric est arrivé à l'atelier avec un associé inattendu, un homme d'affaires chinois. Il s'appelait Monsieur Chen. Frédéric l'a présenté comme un investisseur de Shanghai. Mais les questions de cet homme n'étaient pas celles d'un investisseur. Il voulait voir la technique. Il a demandé la formule. Vous pensez que votre père est stupide? Je les ai rejetés. Frédéric est devenu fouterage. C'est une chance pour nous deux de devenir riches, a-t-il crié. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un héritage familial, c'est une entreprise. La boule de glace dans mon estomac grossissait. J'ai tourné les pages. 1er septembre. Je ne me sens pas bien. J'ai constamment des vertiges. Mon estomac. C'est comme si quelqu'un faisait bouillir de l'acide à l'intérieur. Le médecin a dit que c'était le stress. Le meilleur médecin de Lyon. Mais ce n'est pas du stress. C'est différent. 7 septembre. Frédéric a changé. Il ne crie plus. Il est trop serviable. Chaque matin, il m'accompagne jusqu'à mon bureau. Il m'apporte de ses propres mains un complément vitaminé spécial. Ça te rendra fort comme un roc, mon frère, dit-il. Le goût est horrible, métallique, mais je le bois. Parce que c'est mon frère. 12 septembre. Mes mains tremblent. Je n'arrive pas à tenir les fils. Je n'arrive pas à se dessiner le nouveau motif. Ces vitamines. Je n'en ai pas bu aujourd'hui. Et mon esprit est clair comme jamais depuis des années. Ce n'est pas un complément. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas continuer à lire. Antoine m'a pris la main. Continue, ma fille. Nous devons savoir. Les pages suivantes étaient le récit d'un cauchemar. 14 septembre. Devant mes yeux, il pensait sortir le flacon de vitamines. De la poche de sa veste. Un petit flacon. Sans étiquette. La poudre qu'il contenait. Blanche. Mais lorsqu'il l'a mélangée à mon café, elle s'est dissoute. Du poison. Mon Dieu. Frédéric m'empoisonne. Lentement. Il m'affaiblit. Pourquoi? 15 septembre. J'ai compris. Aujourd'hui, je me suis faufilée dans son bureau. Sur son bureau, il y avait des documents appartenant à cette société de Shanghai, Shanghai Elegance. Un contrat de vente. Il vend l'atelier d'or, tous mes dessins et surtout ma technique de la soie métallique. Il y a une condition à l'accord, le propriétaire actuel et ses héritiers doivent renoncer à tous leurs droits. Il doit me tuer. Avant de me tuer, il doit me rendre incapable de travailler et obtenir ma signature ou limitée. Ces documents de dette. Ils sont tout faux. Il m'empoisonne lentement. Mon journal m'a glissé des mains. Antoine émit un sang étouffé. Marie faisait le signe de croix. L'accident de mon père n'était pas un accident. C'était un meurtre. Un meurtre lent, planifié, de sang-froid. Cet accident n'était que la dernière étape du plan. Le poison n'agissant pas assez vite, Frédéric s'était impatienté. Couper les freins était une solution plus rapide. À ce moment-là, dans la petite cuisine de l'appartement d'Antoine, les derniers vestiges de ma tristesse ont disparu. Il ne restait plus que de l'acier. Antoine, ai-je dit. Je ne reconnaissais pas ma propre voix. Elle était si froide, si dénuée d'émotion. Monsieur, Camille, mon père. Mon père a-t-il subi une autopsie? Antoine a hésité. Accident de la route. Je ne pense pas. Procédure standard. Je ne suis pas sûr. Il faut qu'on le sache tout de suite. Ai-je dit. Et cette bouteille de vitamines. Il faut qu'on trouve cette bouteille. J'ai regardé la dernière ligne du journal. C'était le dernier mot écrit par mon père avant sa mort. 28 septembre. Il a vérifié mes freins. Il a dit qu'il les avait réparés. Mais je ne lui fais pas confiance. Ce journal est mon assurance. Si quelque chose m'arrive, ce cahier sera dans le cœur de Jacquard.
Camille, si tu lis ceci. Ils m'ont empoisonné. Protège son héritage. Rends-moi justice. Je t'aime. J'ai essuyé mes larmes. Je ne pleurai plus. Je rendrai justice, papa. Murmurai-je. Je te le jure, je rendrai justice. Mon oncle n'avait pas volé l'atelier de mon père. Il avait tué son frère. Et moi, qui partageais le même sang que lui, j'allais le traquer. Il était 4 heures du matin, assis à la petite table de la cuisine d'Antoine. Dehors, le bruit des camions de nettoyage de Lyon tranchait le silence comme un couteau. Tous les 3 mois, Antoine et Marie, nous n'avions pas dit un mot depuis 2 heures. Devant nous, le journal de mon père était ouvert, tel un acte d'accusation. Les croix tracées par les doigts tremblants de Marie, les poings serrés avec rage par Antoine et le silence glacial qui m'habitait. Le choc était passé. Il ne restait plus que le poids terrible de la tâche à accomplir. Antoine fut le premier à rompre le silence. Sa voix était fatiguée et triste, comme le grincement d'un vieux métier à tisser en soie. « Nous ne pouvons pas aller voir la police, dit-il. Pas tout de suite. Je levai la tête. Pourquoi? C'est un aveu. Un meurtre? Non, Camille, dit Antoine avec douleur. Ce sont les notes d'un homme mort. Frédéric dit, mon frère avait perdu la tête ces derniers temps, il était devenu paranoïaque à cause de ses dettes. C'est lui qui a trouvé ses investisseurs chinois, puis il a paniqué. Qui nous croira? Une fille en colère, expulsée de chez elle, qui n'a rien en main, face à un avocat, un juge. Il avait raison. Frédéric avait une image parfaite, un frère prospère, riche, en deuil, qui protégeait sa nièce rêveuse. La réalité était si sombre qu'il semblait impossible de la mettre en lumière. Alors qu'allons-nous faire? Demandai-je. Allons-nous rester les bras croisés et le regarder s'enrichir grâce à mon héritage et se promener librement alors qu'il a tué mon père? Non, me suis-je dit. Ma voix a rompu le silence de la cuisine. Non, nous n'irons pas voir la police. Nous amènerons la police à lui. Les yeux d'Antoine se sont mis à briller. Comment? Nous avons besoin d'une aide professionnelle. Ai-je répondu. Ce faux document qui dit qu'il m'est redevable. Il a dû imiter la signature de mon père. Et cette bouteille de vitamine. Elle doit encore être quelque part. Frédéric est un homme arrogant. Il n'est pas assez intelligent pour détruire les preuves, car il ne croit pas qu'il puisse être arrêté. Antoine hocha la tête. Tu as raison. Frédéric n'est pas stupide, mais son arrogance l'aveugle. Et je connais le meilleur avocat qui soit. Maître Lefebvre. C'est un vieil ami de mon père. Sa famille est issue de la lignée des Canuts. Il connaît la soie. Et il déteste ces requins parisiens qui sentent l'argent. À septembre heure du matin, alors que Lyon était encore endormi, Antoine et moi étions devant la porte du cabinet de Lefebvre. Il se trouvait dans la vieille ville, dans un modeste appartement d'un immeuble en pierre. La plaque indiquait simplement Lefebvre et fils. Maître Lefebvre, septuagénaire, mince, avec sa montre à chaîne en argent qui pendait de son gilet, semblait tout droit sorti du XIXe siècle. Il nous fit entrer et nous offrit un café encore plus fort que celui que Marie avait préparé. Et il lut le journal. Il le lut sans dire un mot, le visage impassible. Lorsqu'il eut terminé, il retira ses lunettes, les posa sur la table et joignit les doigts. Ton père, me dit-il, était un homme formidable, Camille. Et un homme stupide. Parce qu'il faisait confiance à son frère comme on fait confiance à un monstre. Sa voix n'était pas accusatrice, mais triste. Maintenant, dit-il en passant en mode professionnel, voyons ce que nous avons entre les mains. Premièrement, le journal intime d'un homme décédé qui prétendait avoir été empoisonné. Deuxièmement, une signature que vous prétendez être celle de votre père, mais que vous ne pouvez pas prouver. Troisièmement, un flacon de poison dont vous prétendez l'existence, mais dont vous ignorez l'emplacement. Voyant mon visage s'assombrir, il leva la main. Je ne dis pas cela pour te démoraliser, ma fille. Je le dis pour voir les choses en face. Si nous intentons un procès à Frédéric maintenant, il nous écrasera. Il nous faut plus que cela. Comme quoi? Demandai-je. Dame preuve concrète, répondit Lefebvre. Je travaillerai en coulisses. Tout d'abord, je vais demander au tribunal, à titre confidentiel, l'exhumation du corps de ton père et un rapport toxicologique complet. Le journal intime pourrait suffire à convaincre un juge. Si Frédéric l'apprend, il pourrait s'enfuir. Nous devons donc rester discrets. Et l'autopsie? Comme l'a dit Antoine, répondit Lefebvre. Comme l'accident a été enregistré comme un accident de la route, seule une autopsie superficielle a été pratiquée. Ils n'ont pas cherché de poison. Ils vont maintenant le faire. Si nous en trouvons, nous en trouverons. Dis-je. Deuxièmement, poursuivit l'avocat, je vais enquêter sur cette société appelée Shanghai Elegance. Je vais examiner les mouvements financiers de Frédéric, ses comptes bancaires. S'il y a eu une vente, il doit y avoir un transfert d'argent. Suis la trace de l'argent. Il s'arrêta et me regarda de ses yeux bleus comme de l'acier. Et 3. C'est le plus difficile, Camille. Et le plus dangereux. La fiole de poison.
Si nous pouvons trouver cette fiole, avec les empreintes de Frédéric, le jeu sera terminé. Mais c'est dans l'atelier, dis-je. Je ne peux pas y entrer. Tout est fermé à clé. C'est un homme orgueilleux, dit Lefebvre, reprenant les mots d'Antoine. Il a transformé le bureau de son père en monument à sa propre gloire. Tu as dit qu'il avait fait des travaux. Cette fiole se trouve probablement dans le coffre-fort en acier de cette pièce, sous ses yeux, comme sa propre fiole de vitamine. Je me levai de table. Je me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, la Croix-Rousse s'éveillait. La plus grande erreur de Frédéric n'était pas de m'avoir mis à la porte. Sa plus grande erreur était d'avoir oublié que je connaissais mieux que lui chaque centimètre carré de cet atelier. Ses passages secrets, ses planchers qui craquaient. Parfois, pour gagner une bataille, il faut sortir de sa tranchée et s'approcher tout près de son ennemi, à un endroit où il vous voit, mais où il ne sait pas vraiment qui vous êtes. Croyez-vous aussi que dans la vie, être invisible, être sous-estimé ou être considéré comme une petite fille, peut en réalité être votre meilleure arme stratégique? Dans les commentaires, expliquez comment le fait d'être sous-estimé vous a donné de la force. Je me suis retourné vers Lefebvre. Je vais vous apporter cette bouteille. Lui ai-je dit. Antoine s'est levé d'un bond. Camille, non. Tu ne peux pas y retourner. C'est de la folie. C'est vrai, ai-je répondu. Je ne peux pas y entrer en cachette. C'est pourquoi je n'y entrerai pas en cachette. Ils m'ont tous deux regardé sans comprendre. Mon oncle, ai-je dit, est en train de redécorer l'atelier, n'est-ce pas? Il efface toutes les traces de mon père. Il doit préparer une nouvelle collection. La Fashion Week de Paris approche. Mais il a un problème. Lequel? Demanda Lefebvre. Il a besoin d'un créateur. Répondis-je. Personne d'autre que lui ne connaît la technique de mon père, ce tissu en soie et métal. La formule qu'il veut vendre aux Chinois. Cette formule ne se trouve pas dans le journal de mon père. Elle est dans mon cerveau. Et Frédéric le sait. Le plan se forma dans mon esprit à la vitesse de l'éclair. Je vais entrer dans l'atelier par la porte principale. Mais pas en tant que Camille Renaud. Pas en tant que victime entrant chez son assassin. Je vais entrer en tant que jeune créatrice ambitieuse venue de Paris pour lui offrir ce dont il a besoin. Lorsque nous sommes sortis du bureau de Maître Lefebvre, le ciel au-dessus de Lyon était toujours gris, mais je ne faisais plus partie de cette grisaille. Un feu brûlait en moi, un feu froid mais brûlant. Une jeune créatrice ambitieuse venue de Paris, dit Antoine en tournant au coin de la rue. Sa voix oscillait entre l'inquiétude et l'admiration. Camille, cet homme est ton oncle. Il reconnaîtra ton odeur. Il reconnaîtra ton visage, ta voix. Tu te trompes, Antoine. Ai-je répondu. Frédéric connaît Camille, la nièce de son père. Il connaît cette rêveuse qui a grandi dans l'atelier, les mains tachées d'encre et couvertes de poussière de soie. Il ne connaît pas cette mademoiselle Renaud aux ongles acérés qui a appris à nager dans les eaux infestées de requins de Paris. Antoine s'est arrêté et m'a regardé. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mes yeux, mais il a souri pour la première fois. D'accord, a-t-il dit. De quoi cette mademoiselle parisienne a-t-elle besoin? De tout, répondis-je. Un nouveau visage, de nouveaux vêtements et surtout un portfolio. Un portfolio auquel Frédéric ne pourra pas dire non. La première étape du plan a commencé ce jour-là, la transformation. Marie a mis tout l'argent qu'elle avait économisé sur la table. Ton père a sauvé l'honneur de mon mari, ma fille. Maintenant, nous allons sauver le tien. Avec cet argent, nous sommes allés dans le Carré d'Or, où se trouvent les boutiques les plus luxueuses de Lyon. Le dernier endroit où Frédéric m'aurait appelé. Dans la boutique où je suis entrée. J'ai dit d'une voix glaciale au vendeur qui me regardait de haut à cause de mon vieux manteau emprunté, apportez-moi votre costume noir le plus cher et le plus ajusté. Ce jour-là, Camille, qui dessinait des motifs en soie, est morte. À sa place est née Chloé, vêtue d'une armure moulante en tissu italien coûteux, avec des épaules rembourrées, une nouvelle coupe de cheveux. Les cheveux ondulés que mon père aimait tant et qui tombaient sur mes épaules ont disparu. À leur place, j'ai adopté une coupe au carré, sombre et nette, qui s'arrête juste sous le menton. Dame lunettes. À la place des lunettes rondes d'artiste que mon père m'avait achetées pour l'atelier, j'ai choisi une monture épaisse, noire, en forme d'œil de chat. Ce n'était pas un déguisement, mais la création d'un personnage. Quand je suis rentrée chez Antoine ce soir-là, Marie, qui m'a ouvert la porte, ne m'a pas reconnue. Elle a hésité un instant. Mademoiselle, a-t-elle dit. J'ai souri. Ça marche. La deuxième étape du plan était l'appât. Le portfolio. Ce que Frédéric voulait vendre à ses acheteurs chinois, c'était la formule de soie et de métal de mon père. Mais la formule seule ne valait rien. Il lui fallait un design qui puisse l'utiliser. Mon père avait écrit dans son journal que cette formule n'était qu'un second printemps. Mais il était mort avant d'avoir pu se dessiner les fleurs de ce printemps. Non, ce n'était pas vrai. Il les avait dessinées, et ces dessins étaient en moi, dans mon esprit.
Assis à la petite table de cuisine d'Antoine, sans dormir depuis 2 nuits et 2 jours, j'ai réalisé le meilleur travail de ma vie. J'ai repris la technique de mon père et je l'ai transposée au XXe et XXIe siècle. J'ai conçu des motifs qui permettaient au tissu non seulement de changer de couleur à la lumière, mais aussi de changer de structure. Le tissu se solidifiait à une certaine température pour prendre la forme d'une sculpture, puis redevenait souple comme de la soie. C'était le rêve de mon père. Et c'était désormais mon arme. C'est une révolution, a déclaré Antoine en regardant les dessins. Ton père serait fier de toi. Il sera fier, ai-je répondu, quand j'aurai pris ma revanche. Troisième étape du plan, l'infiltration. Maître Lefebvre avait enquêté sur la société Shanghai Elegance. Une véritable façade, avait-il déclaré au téléphone. Sur le papier, c'est un géant du textile basé à Hong Kong, mais en réalité, il est lié au compte bancaire parisien de Frédéric. Ces gens sont pressés. La Fashion Week de Paris commence dans moins d'un mois. Frédéric doit présenter une collection à ses Chinois. Il doit leur montrer le produit pour qu'ils signent le contrat. « Je sais », répondis-je, « et personne d'autre que moi ne peut fabriquer ce produit. »« Comment vas-tu l'obtenir » demanda Lefebvre. « Je n'irai pas le chercher », ai-je répondu. « Je ferai en sorte qu'il vienne à moi. » Ce soir-là, j'ai envoyé un email anonyme à l'une des blogueuses de mode les plus influentes de Paris, sous le nom de Chloé Martin. L'email ne contenait que 3 dessins et une note. La soie du futur. Le nouveau propriétaire de l'atelier d'or est prêt à payer des millions pour cela. Mais une seule personne connaît cette technique, moi. Et j'attends la meilleure offre. C'était un risque, un bluff. Et si Frédéric ne le voyait pas, ou même s'il le voyait, et qu'il ne me contactait pas? C'est là qu'intervenait la théorie de l'idiot méchant et du méchant arrogant dans l'analyse. Frédéric n'avait pas volé la technique de mon père. Il la détenait simplement. Et à présent, ne sachant pas quoi faire de cette technique, il était assis sur une bombe sur le point d'exploser. S'il ne montrait rien aux Chinois, il perdrait tout. Il était cupide, et il avait peur. Parfois, le meilleur piège consiste à placer juste à côté de ce que votre ennemi désire le plus, ce qu'il redoute le plus. Lorsqu'il tente d'attraper l'appât, il tombe dans le piège. Dans la vie, avez-vous déjà dû agir comme quelqu'un que vous n'êtes pas, porter un masque pour atteindre votre objectif? Ce rôle que vous avez joué pour réussir vous a-t-il changé ou a-t-il en fait révélé votre véritable pouvoir? Partagez vos réflexions à ce sujet et peut-être même vos propres histoires de masques dans les commentaires. 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai attendu ce coup de fil dans l'appartement d'Antoine. Pendant 3 jours, le téléphone propre que Lefebvre m'avait donné était resté silencieux. Pendant 3 jours, je me suis rongé les ongles. Et le 4e jour au matin, le téléphone a sonné. Le numéro était masqué. J'ai décroché. J'ai parlé d'une voix aussi froide et professionnelle que possible. Chloé Martin. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu cette voix glaciale et hautaine, la voix du meurtrier de mon père. « Mademoiselle Martin », a-t-il dit, « je dois dire que j'ai vu votre portfolio. Il est assez audacieux, mais tout aussi impressionnant. Peut-être est-il temps que nous prenions un café ensemble à Lyon, à l'atelier d'or, dans mon bureau. » Je fermai les yeux. La Camille en moi avait envie de crier de joie. Mais la Chloé se contenta d'un sourire froid et ajouta d'une voix plate : « Bien sûr, monsieur Reynaud, je dois vérifier mon agenda, mais je pense pouvoir vous trouver un créneau. » J'avais tendu mon piège. Il était maintenant temps d'y entrer, dans l'antre du monstre, de mon plein gré. Le lendemain, à 11h pile, j'étais devant l'atelier d'or. Je portais mon costume noir coûteux et tenais à la main le fin sac en cuir contenant le portfolio de Chloé Martin. Mes cheveux encadraient mon visage comme une lame de rasoir et mes lunettes à monture épaisse me servaient de masque pour cacher mes émotions. Je marchais désormais comme une étrangère vers la porte principale de l'atelier, c'est-à-dire vers la porte de la maison de mon père et moi. C'est ici que je mettais mon tablier chaque matin et que je respirais l'odeur de poudre de soie. À présent, devant cette lourde porte en chêne, se trouvait un interphone en acier brillant, installé par Frédéric. « Chloé Martin », dis-je dans l'interphone, ma voix résonnant d'un timbre métallique qui semblait provenir de l'appareil lui-même. La porte s'ouvrit dans un grondement. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai senti mon estomac se nouer. L'atelier avait disparu. Le chaos créatif de mon père, avec ses odeurs chaudes de bois, avait disparu.
À sa place, il y avait désormais des sols en granit gris et froid, des cloisons en verre et en acier, tout au goût de Frédéric. Les anciens métiers à tisser, à l'exception du jacquard de 1850, avaient tous été démontés et remplacés par des machines modernes, anonymes et sans âme. Ce lieu ne ressemblait plus à un atelier de soierie, mais à un laboratoire, ou plutôt à une morgue. Et le propriétaire de la morgue se tenait en haut des escaliers. Frédéric. Il portait un costume impeccablement taillé, probablement plus cher que mon salaire annuel. Contrairement à mon père, il ne touchait pas aux soies, mais seulement à l'argent que la soie rapportait. Il me dévisagea, son regard a balayé mon sac contenant mon portfolio, puis aux chaussures de luxe. Il n'y avait la moindre reconnaissance dans son regard. La théorie de l'idiot méchant. L'arrogance est le meilleur remède contre la cécité. Il ne s'attendait pas à ce que je sois là. Il ne se souvenait que d'une fille en pleurs qu'il avait jetée à la rue, Camille. Pas de cette Parisienne, froide et forte, Chloé. Il ne voyait en moi qu'un outil qui lui serait utile. « Mademoiselle Martin », dit-il d'une voix imprompte de sincérité artificielle, « je suis ravi de vous accueillir. J'espère que vous aimez Lyon. » « Je n'aime pas Lyon, monsieur Reynaud, » répondis-je, d'une voix aussi distante que possible. « J'aime mon travail, et je n'ai pas de temps à perdre. Où est votre bureau ?» Son sourire vacilla légèrement. Il n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres. Mais cela lui plaisait. Le pouvoir reconnaissait le pouvoir. « Suivez-moi, » dit-il. Il m'empoduisit à l'étage, dans notre ancienne maison. À chaque pas, je sentais la froideur du marbre qui remplaçait les chemins de bois. Puis nous arrivâmes à notre destination. Le bureau de mon père. Ou plutôt ce qui aurait dû être son bureau. En entrant, je dus retenir mon souffle. C'était le refuge de mon père, un endroit confortable avec des fauteuils en cuir, dont les murs étaient recouverts de livres, de dessins et d'échantillons de soie. Maintenant, Frédéric avait effacé toute l'histoire de mon père. Les murs étaient peints en gris-noir, il y avait un tapis noir au flot. Et au milieu de la pièce, à la place de l'ancien bureau en acajou carvel, il y avait une énorme table en verre brillant nuissant. Et Frédéric s'était assis dans le fauteuil de mon père. « Impressionnant, » dis-je, en faisant référence au changement dans la pièce. Il fallait se débarrasser des vieilles caginoles. Une nouvelle vision, une nouvelle esthétique. Nos amis de Shanghai aiment les choses traditionnelles, mais présentées de manière moderne. Nous y étions, à Shanghai. Je me suis assise sur la chaise en acier inconfortablement dure en face de la table en verre. J'ai ouvert mon sac, j'ai posé mon portfolio sur la table comme une ligne de démarcation entre deux ennemis. Voici ce que vous appelez une présentation moderne. J'ai repris la formule soie métal de mon père, de l'ancien propriétaire, et je l'ai transformée en œuvre d'art en une merveille commerciale. J'ai étalé les dessins un par un sur la table. J'ai expliqué mes créations, comment le tissu changeait de structure, comment il absorbait la lumière et pouvait s'apparenter à une armure. Les yeux de Frédéric brillaient. C'était l'éclat de la cupidité. « Ça, dit-il, ça va faire exploser la Fashion Week de Paris. Je le sais. Et ce génie n'est pas bon marché, monsieur Reynaud. Si vous voulez travailler avec moi, mes conditions sont strictes. Je vous écoute. Les pleins pouvoirs, accès à l'atelier 24 heures sur 24 et une avance. Une avance conséquente. » Frédéric rit. Son rire froid et arrogant résonnait comme un juron dans cette pièce où résonnaient les rires chaleureux de mon père. « Vous jouez dur, mademoiselle Martin. »« Toujours, » répondis-je. « À ce moment, avez-vous déjà dû bluffer au péril de tout perdre, afficher un visage impassible comme au poker ? À ce moment, alors que votre cœur bat la chamade, votre visage se fige. À ce moment, soit vous gagnez, soit vous perdez tout. Dans vos commentaires, expliquez comment vous avez réussi à garder votre sang-froid dans ces moments-là, ou comment vous n'y êtes pas parvenu. » Frédéric a regardé les dessins sur la table, puis je m'as regardé. Il avait pris sa décision. « Très bien, » dit-il. « Préparons votre avance. » Il se leva, mais il ne se dirigea pas vers les tiroirs de la table, ni vers la banque, mais vers la version moderne en acier du coffre-fort historique encastré dans le mur, dans le coin de la pièce, où mon père conservait ses anciens dessins. C'était le moment dont parlait maître Lefebvre. L'homme orgueilleux cache l'épreuve sous vos yeux. Frédéric entra le code. Le coffre s'ouvrit silencieusement. Je fis semblant de regarder mon portfolio, mais toute mon attention était là. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Quelques fordeurs, un peu d'argent, et à côté, la bouteille décrite dans le journal de mon père. Petite, sans étiquette, une bouteille de vitamine contenant une poudre blanche. Elle était dans le coffre-fort personnel de Frédéric. Le meurtrier de mon père était dans ce coffre-fort en acier. Frédéric sortit une enveloppe, compta une somme d'argent et la posa sur la table. « Pour commencer, dit-il. »
Je n'ai pas tendu la main pour prendre l'argent. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit, sans quitter des yeux la bouteille qui se trouvait dans le coffre-fort. Je ne veux pas d'argent liquide, je veux les clés de cet atelier, une carte électronique. Je dois pouvoir accéder à tous les endroits, je devrais peut-être travailler la nuit. Mon oncle, le meurtrier de mon père, hésita. C'était une demande imprévue, mais il était tellement désespéré, tellement concentré sur le profit. Il ouvrit un tiroir dans le coffre-fort. Il en sortit une carte blanche, neuve et brillante. « La sécurité », dit-il. « Avec ça, vous pouvez aller partout. L'atelier principal, l'entrepôt et ce bureau. Mais soyez prudente, mademoiselle Martin. J'aime garder mes secrets dans cet atelier. »« Moi aussi, » dis-je, en prenant la carte de sa main. Je me suis levée. « Je commence demain, » ai-je dit. « Et monsieur Renaud, j'adore la façon dont vous avez redécoré votre chambre. C'est très propre. » Je suis sortie du bureau. J'ai descendu les escaliers, j'ai franchi le seuil de l'atelier. Je me suis rendu compte que je n'avais pas respiré jusqu'à ce que l'air froid de la Croix-Rousse me frappe le visage. J'avais dans la main la clé de mon atelier. Et maintenant, je savais exactement où se cachait l'assassin de mon père. Mission numéro 1, infiltration, accomplie. Mission numéro 2, localisation de la preuve, accomplie. Mission suivante, récupérer cette bouteille. Une semaine entière s'était écoulée depuis mon retour à l'atelier d'or. Pendant la journée, j'étais Chloé Martin. Je m'étais installée dans l'ancien studio de création de mon père, juste en dessous du bureau de Frédéric, dans la tour de verre. Je forçais les machines modernes et sans âme de l'atelier à danser avec mes créations sculpturales grâce à la formule soie métal de mon père. Frédéric était satisfait. 2 fois par jour, il passait me voir un espresso à la main pour observer l'avancement des tissus. Il devenait de plus en plus arrogant après chaque conversation téléphonique avec ses investisseurs chinois. « Nous allons faire trembler Paris, Chloé », me disait-il, utilisant mon nom comme une marque de propriété. Cette collection va faire ce que ces vieux schnocks n'ont pas su faire, rapporter de l'argent. Je me contentais de sourire et de répondre « Bien sûr, monsieur Renaud ». La nuit, Chloé s'en allait, et Camille prenait le relais. Frédéric et son équipe quittaient l'atelier à 7 heures pile, mais moi, je restais. « L'inspiration vient la nuit, disais-je. Nous n'avons pas le temps d'aller à Paris. » Mais ce n'était pas l'inspiration que je cherchais, c'était la vengeance. Pendant toute cette semaine, chaque nuit, je me rendais dans ce bureau, le repère du meurtrier de mon père. Je m'asseyais à la table en verre noir, et je me contentais d'observer. Mon plan était de prendre cette bouteille dans le coffre-fort. Mais comment ? Chaque tentative était risquée. J'avais besoin du code du coffre-fort. Je savais que Frédéric était un homme arrogant. Les gens arrogants ne se cachent pas, ils s'exhibent. Le premier jour, en ouvrant le coffre-fort, j'ai fait comme si je regardais mon portfolio. Mais les verres de mes lunettes reflétaient comme un miroir les mouvements de ses doigts sur la surface en verre du bureau. Je n'avais pas vu les chiffres, mais j'avais mémorisé le rythme. 4 coups. 2 à gauche, 1 à droite, 1 à droite. Pendant toute cette semaine, chaque soir, je me tenais devant ce coffre-fort. J'ai essayé ces 4 coups. La date de naissance de mon père, la date de naissance de ma mère, l'année de création de l'atelier, la date de naissance de Frédéric. Aucune ne correspondait. Le temps pressait. Maître Lefebvre m'avait appelé ce matin-là. Il avait l'air inquiet. « Camille », m'a-t-il dit dans un murmure. Le juge a signé l'autorisation d'ouvrir la tombe, une autorisation secrète. Demain matin, avant l'aube, l'équipe médico-légale sera au cimetière. Ils prélèveront des échantillons sur le corps de ton père. Si nous trouvons le poison dont il parle dans son journal, cela pourrait suffire à faire arrêter Frédéric. Mais quoi ? Si nous trouvons aussi cette bouteille, avec ses empreintes digitales, alors ce sera la prison à vie, Camille. Il ne pourra pas s'échapper. Cette nuit, c'est peut-être ta dernière chance de récupérer cette bouteille. Demain, si la nouvelle de l'autopsie venait à deliter, Frédéric s'empresserait de détruire cette preuve. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Ce soir, ma dernière chance. Ce soir-là, à minuit, l'atelier était plongé dans l'obscurité totale. Seule la lampe de ma table de dessin et la faible lumière provenant de la rue éclairaient la pièce. Je suis entrée dans le bureau de Frédéric. Je me suis arrêtée devant le coffre-fort. 4 coups, Camille, me dis-je. C'est un homme arrogant. En quoi a-t-il confiance ? En l'argent, au pouvoir, en lui. 2 coups à gauche, 1 à droite, 1 à droite. Et puis, je me suis souvenue. Le jour où le faux acte de transfert avait été signé, une semaine avant l'accident de mon père, le jour de la victoire de Frédéric, le 21 septembre. 2, 1, 0, 9. 21 à gauche, 10 à droite. Non. Et si c'était simplement 2, 1, 0, 9 ? J'ai posé ma main sur les touches. 2, 1, 0, 9. Une lumière verte s'est allumée.
Le verrou du coffre-fort s'est ouvert dans un léger clic. À ce moment-là, avez-vous déjà eu l'impression de retenir votre souffle, que votre cœur s'était arrêté et que le monde se résumait à cet instant, à ce simple clic? À ce moment où vous deviez tout, absolument tout, miser sur un seul coup. À ce moment-là, à quoi avez-vous resserré votre main pour qu'elle ne tremble pas? Dans les commentaires, partagez votre moment le plus risqué, ce moment où vous vous êtes dit « tout ou rien » et à quoi vous vous êtes accroché. J'ai ouvert le couvercle du coffre. Et il était là, une petite bouteille de vitamine, sans étiquette. J'aurais pu le prendre et m'enfuir, mais Frédéric aurait remarqué le matin que la caisse était vide. Non, je n'allais pas simplement le voler, j'allais le remplacer. C'était le plan. Marie avait fait le tour de toutes les herboristeries de Lyon pendant une semaine et avait trouvé exactement le même flacon. Antoine avait réduit en poudre les comprimés de paracétamol hydrosoluble inoffensif que prenait mon père pour ses migraines. J'ai sorti de ma poche la fausse bouteille que j'avais enveloppée dans un gant chirurgical fin. Avec mes doigts gantés, j'ai pris la vraie bouteille qui était dans le coffre, celle qui avait tué mon père. Cette petite bouteille en verre pesait 1 tonne dans ma main. Je l'ai remplacée par la fausse bouteille, identique à l'original. Frédéric, lorsqu'il apprendrait la nouvelle de l'autopsie le matin, courrait vers son coffre dans un accès de panique. Il verrait la bouteille et se rassurerait en disant « Ah, mes vitamines sont là !» Dans son affolement, il pourrait même essayer de boire une gorgée de cette bouteille pour se calmer. J'ai fermé le couvercle du coffre. À ce moment précis, j'ai entendu un bruit depuis la porte principale de l'atelier, en bas. Une carte clé. Le bourdonnement de la serrure électronique. Je me suis figée. Il était 1 heure du matin. Ce n'était pas le gardien, son service commençait à 3 heures. C'était Frédéric. J'étais dans le bureau de mon père, j'avais l'arme du crime dans la main, et il était entré dans le bâtiment. Des bruits de pas, dans les escaliers, le bruit des chaussures italiennes de luxe résonnant sur les marches de verre et d'acier. Je n'avais pas nu l'endroit où Marie était. Je ne pouvais pas éteindre la lumière, cela aurait été encore plus suspect. Tout ce que je pouvais faire, c'est mettre la vraie fiole de poison élégant dans ma poche de mon costume noir et m'asseoir à mon bureau devant mes dessins en quelques secondes. La porte s'est ouverte. Frédéric se tenait là, l'air à la fois surpris et satisfait. « Mademoiselle Martin, dit-il, à cette heure-ci, je commence à suspecter que vous êtes un vampire. » Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine, mais mon visage était celui de Chloé, froid, distant, créatif. « Quand l'inspiration vient, je ne regarde pas l'heure, monsieur Renaud. Paris n'attendra pas, et vos partenaires chinois non plus. » Il a rigolé. Il est entré dans le bureau, il s'est arrêté devant la table en verre noir. La bouteille dans ma poche me brûlait. S'il mettait sa main dans ma poche, s'il me fouillait. « Vous avez oublié quelque chose ?» demandai-je, aussi calmement que possible. « Oui, » répondit-il. Il se pencha vers l'ancienne botte à cigare de mon père, posée sur le bureau. Frédéric ne fumait pas, mais mon père, oui. Il avait même volé cette boîte. Il en prit un cigare. « J'ai eu une longue meeting avec des investisseurs. J'avais besoin de quelque chose pour fêter notre victoire. » Il m'a regardé. À ce moment-là, j'ai vu un soupçon de doute dans ses yeux. « Tout va bien, Chloé ? Tu as l'air pâle. » « C'est comme ça, les designers. Tout notre sang va vers notre cerveau. Peut-être que l'atmosphère est un peu pesante dans votre bureau. » Il a souri. Son sourire factice. « Vous avez raison. Je vous souhaite une bonne nuit. » Il s'est dirigé vers la porte. Il s'est arrêté. « Ah, Chloé, la collection marche très bien. Ton père, enfin, l'ancien propriétaire, n'était pas aussi doué que toi. » J'avais la nausée, mais j'ai souri. Je sais. Il a fermé la porte. J'ai entendu ses pas descendre les escaliers, puis la porte d'entrée se refermer. Je me suis restée assise sur cette chaise sans bouger pendant 5 minutes. Puis, tremblante, je me suis levée. J'avais réussi. Je suis sortie de l'atelier. J'avais dans la main la petite bouteille couverte des empreintes digitales du meurtrier de mon père. Dans la rue, la voiture d'Antoine m'attendait. Je suis montée. « Dirige », dis-je. « Dirige-moi chez Maître Lefebvre. » Antoine a conduit sans dire un mot dans les rues étroites de la Croix-Rousse, en direction de la Saône. Ma main, dans la poche de mon costume, ne lâchait pas un instant la petite bouteille en verre, le meurtrier de mon père. Le verre froid de la bouteille me brûlait la paume. Cela faisait 20 minutes que nous avions quitté le bureau de Frédéric. J'avais réussi. Le cambriolage était terminé. À 3 heures du matin, nous étions devant le bureau de Maître Lefebvre, dans le vieux Lyon. L'avocat nous attendait, vêtu d'un manteau par-dessus son pyjama. Son visage était livide, non pas à cause du froid de la nuit, mais à cause de l'inquiétude.
Il n'alluma pas la lumière de son bureau. Nous nous assîmes à la lumière de la petite lampe à abat-jour vert posée sur son bureau. « Camille, murmura-t-il, la police aurait pu te rechercher. Frédéric aurait pu t'arrêter. » Je sortis de ma poche la petite bouteille, toujours bien protégée dans mon gant. Je la posai sur la table, sous la lumière de la lampe. Lefebvre retint son souffle. Il mit lentement ses lunettes. Il se pencha vers la table, mais ne toucha pas à la fiole. « C'est ça, dis-je. La vitamine du journal de mon père. Elle vient du coffre-fort de Frédéric. J'y ai mis une copie remplie de paracétamol en poudre préparée par Antoine. Il ne s'en rendra pas compte. » Lefebvre, sans quitter la bouteille des yeux, s'est lentement adossé à sa chaise. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps s'est dessiné sur son visage. « Tu es la fille de ton père, Camille, » a-t-il dit, la voix pleine d'admiration. « Tu as la détermination d'un tisseur en canut et le sang-froid d'un stratège. » L'avocat sortit un sac de preuves et une pince à épiler du tiroir de son bureau. Il plaça soigneusement la bouteille dans le sac. « Ce matin, dit Lefebvre, d'une voix désormais d'acier, cette bouteille sera au laboratoire médico-légal de la police lyonnaise, pour les empreintes digitales. Si les empreintes de Frédéric se trouvent sur cette bouteille, elles y sont, dis-je. Je les ai vues de mes propres yeux. C'est lui qui l'a sortie du coffre-fort. Bien, dit Lefebvre, parce que j'ai une deuxième nouvelle. L'équipe qui était au cimetière ce matin à l'aube a terminé le rapport toxicologique. Le rapport confidentiel est arrivé sur mon bureau il y a 2 heures. Je restais figé. Et alors ? Dans l'organisme de ton père, dit l'avocat, on a trouvé une dose mortelle, mais accumulée sur plusieurs mois, d'un poison dérivé de l'arsenic. Le rapport d'accident de la route a immédiatement été reclassé comme « mort suspecte ». Le journal avait raison, Camille. On empoisonnait ton père. Je ne pus retenir mes sanglots. Ce n'était plus une théorie, c'était une certitude. « C'est fini ?» demandai-je. « Peut-on l'arrêter ?» Lefebvre a hésité. « Presque. Nous avons suffisamment de preuves pour le condamner à plusieurs années de prison. Un cadavre empoisonné, un journal intime révélant son mobile, une arme du crime portant ses empreintes digitales. Mais Frédéric fera appel aux meilleurs avocats de Lyon. Il prétendra que son frère était suicidaire et qu'il s'est empoisonné lui-même. Il prétendra que c'est toi qui as mis la bouteille là. Il fera traîner l'affaire pendant des années. Il nous faut quelque chose qui le détruira aux yeux du public. Une sorte d'aveu. « Pourquoi un meurtrier avouerait-il » dit Antoine avec colère. « Par cupidité, » répondis-je. Ils se tournèrent tous les deux vers moi. « Shanghai, la Fashion Week de Paris, c'est tout le plan de Frédéric. Vendre cette collection, empocher l'argent. S'il conclut cet accord, il aura des millions d'euros et s'enfuira de Lyon pour ne plus jamais revenir. Nous devons l'empêcher de conclure cet accord. » La dernière étape de mon plan s'est alors dessinée. Le lendemain, je suis retournée à l'atelier sous le nom de Chloé Martin. Je ne montrais aucun signe de nervosité. Au contraire, j'étais pleine d'énergie. Je travaillais sur les dernières pièces de la collection. Frédéric est entré dans son bureau avec l'air d'un commandant victorieux. « Chloé !» s'est-il exclamé joyeusement. « La collection est magnifique. Ce tissu, cette soie métallisée, c'est une révolution. Les Chinois ont adoré les photos des premiers échantillons. Ils seront à Paris. » « Je suis ravie, monsieur Reynaud, » répondis-je, sans quitter mon dessin des yeux. « J'ai une faveur à vous demander, » dit-il. « Les investisseurs, c'est-à-dire monsieur Chen et son équipe, souhaitent avoir un dernier entretien de confirmation avant Paris. Ils n'ont pas le temps de venir à Lyon. Cet après-midi, j'aimerais que vous organisiez une conférence téléphonique avec Shanghai, depuis mon bureau. Soyez présente. Vous leur expliquerez vous-même les détails techniques de la collection. » Le piège m'était tendu. « Bien sûr, » répondis-je, « mais monsieur Reynaud, la table en verre de votre bureau provoque un terrible écho. Pour une conversation claire avec Shanghai, ne serait pas plus professionnel d'utiliser l'ancienne table du patron, qui se trouve dans l'atelier principal et qui offre une meilleure acoustique ?» Frédéric hésita. « Cette vieille camelote ? Pourquoi ?»« La confiance, » répondis-je. « Les Chinois sont traditionnels. Le verre et l'acier peuvent leur sembler froids. Mais un patron assis derrière cette lourde table en acajou leur inspirera confiance. De plus, ajoutai-je, j'y installerai mon propre équipement de conférence haute définition. La qualité sonore sera parfaite. » L'orgueil l'emporta une nouvelle fois.
Excellente idée, Chloé. Tu sais de quoi tu parles. Fais comme tu l'as dit. À 2 heures. 10 minutes avant 2 heures, j'ai placé sous la table en acajou, dans une niche sculptée, le petit enregistreur digital haute sensibilité qu'Antoine m'avait donné, fabriqué à partir d'un microphone d'une vieille radio de mon père. À 2 heures, Frédéric s'est assis dans le fauteuil de mon père. En face de lui, je me suis assise en tant que Chloé, et la voix de Chêne a retenti dans le haut-parleur. La conversation a commencé par les dessins et les détails techniques. Puis, M. Chêne est entré dans le vif du sujet. « Monsieur Reynaud, dit-il d'une voix claire, notre investissement est important. Nous devons nous assurer que vous avez bien acquis la propriété totale de l'atelier d'or. Et y a-t-il un problème concernant la propriété ?» Frédéric rit, son rire froid, arrogant. « Monsieur Chêne, dit-il, il n'y a aucun problème. L'ancien propriétaire posait un petit problème, mais ce problème a été réglé. Les accidents de route, vous le savez, peuvent être très tragiques. J'ai eu un haut le cœur. J'imaginais le voyant rouge de l'enregistreur clignoter. « Et son héritière ?» demanda Chêne. « Nous avons entendu dire qu'il avait une fille, Camille. » Frédéric me regarda, moi, Chloé, et me fit un clin d'œil. « Elle, cette petite fille rêveuse, elle n'est plus un problème. Elle est sans Ols et à la rue. De toute façon, les documents de transfert signés par son père l'ont officiellement exclu de l'héritage. L'atelier m'appartient à 100%, et bientôt, il sera à nous. »« Marché conclu, » dit Chêne. « Il sera signé juste après le défilé à Paris. » « À Paris, monsieur Chêne. » La conversation prit fin. Frédéric tendit sa main vers son étui à cigare. « La victoire, Chloé. Le goût de la victoire. » « En effet, » dis-je, en pensant à l'enregistreur caché sous la table. « Dans la vie, avez-vous déjà dû porter un masque si longtemps que lorsque vous vous regardiez dans le miroir, vous ne saviez plus qui vous voyez? Même si c'est pour vous venger, le rôle que vous jouez finit-il par faire partie de votre réalité? Dans les commentaires, partagez l'histoire des masques que vous avez portés pour atteindre un objectif, comme Chloé Martin. Ce soir-là, j'ai quitté l'atelier pour la dernière fois. La collection était terminée. Elle était en cours d'emballage pour être envoyée à Paris. J'avais entre mes mains les aveux du meurtrier de mon père. Je me rendis au cabinet de Maître Lefebvre, je posai l'enregistreur sur la table. Lefebvre écouta l'enregistrement. Son visage était encore plus pâle qu'auparavant. « Bon, dit-il, c'est fini. Je peux appeler la police. Je peux le faire arrêter cette nuit. »« Non, répondis-je. Lefebvre était surpris. « Comment ça, non, Camille? C'est la justice ?»« Non, répondis-je. Ce serait une arrestation secrète. Il trouverait encore un moyen de s'en sortir. Les hommes riches échappent au scandale discret. Mon père ne méritait pas une mort discrète. Frédéric ne mérite pas une punition discrète. » Je me suis levée. Il voulait une victoire publique, n'est-ce pas? Il voulait exposer l'héritage de mon père aux yeux du monde entier, lors de la Fashion Week de Paris. Il aura ce qu'il veut. « Camille, qu'est-ce que tu prévois de faire ?»« Le plan est simple, dis-je. Frédéric va à Paris pour célébrer sa victoire. Nous ferons de même. Nous avons rassemblé toutes les preuves, le journal intime, le rapport d'autopsie, le flacon de poison et maintenant l'enregistrement des aveux. Ce n'est pas un dossier judiciaire, c'est une présentation. » Lefebvre avait compris. Il sourit. « Je réserve nos billets pour le premier TGV demain matin. » Frédéric se rendait à Paris pour récolter les applaudissements de sa collection. Ce qu'il ignorait, c'est que cette collection était son cœur-feuille. Et moi, j'allais enfoncer le dernier clou de ce cœur-feuille devant le monde entier. La Fashion Week de Paris allait être le théâtre non pas d'un lancement de collection, mais d'une exécution. Paris, le Grand Palais, l'un des lieux les plus prestigieux de la Fashion Week, avait été transformé en temple pour la renaissance de l'atelier d'or. Frédéric avait dépensé jusqu'à son dernier centime. Un immense podium en verre givré d'une Rome à Vaufre traversait le centre de la salle historique. Les invités étaient les critiques les plus impitoyables, les acheteurs les plus riches et les influenceurs les plus puissants du monde de la mode. Au premier rang, Mr. Chan et son équipe d'investisseurs venus de Shanghai étaient assis, l'air impatient. Je n'étais pas là. Pas encore. Avec Maître Lefebvre, nous étions dans la salle de contrôle technique, derrière la scène. Lefebvre assistait à un défilé de mode pour la première fois de sa vie, et avec sa vieille montre à chaîne en argent, il était évident qu'il n'était pas à sa place ici. Mais le mandat judiciaire qu'il tenait dans sa main le rendait plus puissant que n'importe qui d'autre ici. « Camille, murmura-t-il,
L'équipe technique a connecté le système audio. Tu peux diffuser l'enregistrement de la confession dès que tu le souhaites. Nous contrôlons également les écrans. Non, répondis-je. Pas quand je le veux, quand il le voudra, au moment où il sera au sommet. En bas, sur le podium, la collection avait commencé à être présentée. Ma collection. Les tissus révolutionnaires en soie et métal conçus par Chloé Martin, alias Camille Renaud. Sur les mannequins, ils se déplaçaient comme une armure liquide. Sous la lumière, ils changeaient de structure et de couleur, comme mon père l'avait imaginé. Les applaudissements étaient si forts qu'on pouvait sentir le plafond de verre vibrer. Mr. Chan se tourna vers l'investisseur à côté de lui et hocha la tête en souriant. L'accord était signé pour lui. Puis, pour le final, Frédéric est monté sur scène. Il portait un smoking impeccable et arborait ce sourire arrogant et victorieux. Il leva les mains en l'air, il accepta les applaudissements. Il se tenait là, tel un roi sur l'héritage de mon père, sur le fruit de mon travail. Il prit le micro. « Merci, merci, dit-il, la voix tremblante de victoire. Ce que vous voyez ici, c'est la renaissance de l'atelier d'or, c'est ma vision. » Je fis signe. Maintenant. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Les applaudissements ont cessé. Frédéric est resté figé, le micro à la main. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Puis, dans ce silence, la page du journal de mon père apparut sur les écrans géants du podium. Frédéric m'empoisonne, lentement. Le sourire de Frédéric s'est figé sur son visage. Que se passe-t-il? Un problème technique, s'est écrié. Mais il était trop tard. Ce n'était plus une chanson pop qui résonnait dans le système audio, mais sa propre voix, cette conversation secrète qu'il avait eue avec Mr. Chan. Mr. Chan, tout va bien. L'ancien propriétaire avait un petit problème, mais ce problème a été réglé. Les accidents de la route, vous le savez, peuvent être très tragiques. Tout le monde dans la salle était glacé. Mr. Chan se leva au premier rang, le visage rouge de colère. Frédéric était paniqué. « C'est un mensonge, c'est un montage. Sécurité, éteignez ça. » L'écran changea. Cette fois, le titre du rapport officiel du service médico-légal de la police de Lyon apparut. Toxicologie. Présence d'un niveau élevé de dérivés de l'arsenic dans l'organisme de la victime. Et puis, la preuve ultime. La photo haute résolution de cette petite bouteille de vitamine sans étiquette, avec les empreintes digitales de Frédéric Renaud. La voix de Frédéric vrilla de nouveau, mais cette fois, elle était plus cruelle. Et son héritière, Camille, elle, cette petite fille rêveuse, elle n'est plus un problème, elle est sans le sou et à la rue. À ce moment-là, je suis sortie de la salle de contrôle technique et je me suis dirigée vers l'entrée du podium. Je ne portais pas l'armure noire de Chloé Martin. Je portais la simple robe de soie crème que mon père avait tissée pour moi il y a des années. Je n'étais plus un masque, j'étais la fille de mon père. Je me suis dirigée vers le bout du podium. Tous les regards étaient braqués sur moi. Frédéric, à l'autre bout du podium, aurait l'air d'un animal pris au piège. Ses yeux étaient remplis de peur. « Bonjour mon oncle, dis-je. Et même sans micro, ma voix résonna dans la salle silencieuse. « Tu te rappelles de cette petite fille rêveuse, sans le sou, qui vivait à la rue ?»« Camille, balbuta-t-il, tu ne peux pas faire ça !»« Non, répondis-je, c'est toi qui as fait ça. Tu as volé l'héritage de mon père, tu as volé sa vie, et tu as volé mes créations. » Je regardais les mannequins sur le podium. Cette collection n'est pas ta vision, c'est le fruit de mon travail. Et ça, je dis, en montrant les preuves sur les écrans, c'est ta fin. Frédéric a essayé de courir vers la sortie, mais Maître Lefebvre et 2 policiers en civil avaient déjà bloqué les escaliers du podium. « Monsieur Frédéric Renaud, sur ordre du procureur de la République de Lyon, nous sommes venus vous arrêter pour suspect de planification et exécution du meurtre de votre frère Antoine Renaud. Vous pouvez appeler votre avocat. » Les flashs crépitèrent. Je n'oublierai jamais ce moment où le visage arrogant de Frédéric s'est effondré sous le poids de la terreur et de la défaite. Alors qu'il s'apprêtait à remporter la plus grande victoire de sa vie, il se retrouvait menotté devant tout le monde. C'était le karma. Et comme mon père le méritait, c'était une justice publique et bruyante. Que s'est-il passé après ce jour-là? Frédéric, il a engagé les avocats les plus chers de Lyon, mais l'épreuve était accablante. Le journal intime,
le rapport d'autopsie, la bouteille avec ses empreintes digitales et l'enregistrement audio de ses aveux arrogants. Il a tenté de prétendre que son frère était paranoïaque, mais le jury n'a pas oublié la voix sur la cassette enregistrée sur la podium. Il a été condamné à prison à la fin de l'année. Le contrat Shanghai Legends avait été annulé même avant que les policiers ne le fassent descendre de l'estrade. Frédéric en prison avait tout perdu. Son nom resterait à jamais associé à celui d'un salaud dans le monde de la mode. Et moi ? Le tribunal a annulé les faux documents de transfert et m'a rendu l'atelier d'or, dont j'étais l'unique héritière légale. Je suis retournée à Lyon, à la Croix-Rousse. Le premier jour où je suis entrée dans l'atelier, j'ai vu les sols en granit gris et froid de Frédéric. La première chose que j'ai faite a été de prendre une masse. J'ai rappelé Antoine de sa retraite. « Maître artisan », lui ai-je dit, « nous avons quelques travaux de rénovation à faire. Nous avons reconstruit l'atelier. Nous avons sorti les anciens établis de bois de mon père du débarras, nous avons vendu ces machines modernes et sans âme, et nous avons remis cet énorme métier à jacquard de 1850 au centre de l'atelier, en son cœur. J'ai changé le nom de Frédéric, l'atelier d'or, en l'atelier du Canut, en mémoire de mon père. Je n'ai pas vendu cette technique de la soie et du métal à ces géants gupides de Paris. Au lieu de ça, j'ai honoré l'héritage de mon père. Avec Antoine et Marie, nous avons créé une fondation qui forme des jeunes designers talentueux à Lyon à l'aide de cette technique. Je ne dirige plus un empire. Comme disait mon père, je préserve en héritage. Parfois je repense à ce moment sur le podium, à l'expression sur le visage de Frédéric. À ce moment-là, la vengeance avait un goût sucré. Mais maintenant, chaque matin où je me lance dans l'atelier, que je sens l'odeur de poussière de soie et de café frais, que j'entends Antoine expliquer l'âme du fil aux jeunes, je comprends. Justice avait été rendue. Mais la véritable victoire n'était pas la destruction sur ce podium. La véritable victoire, c'était cette vie reconstruite. Je m'appelle Camille Renaud, je suis la fille d'Ancanut, et voilà mon histoire. Merci de m'avoir accompagnée dans ce voyage. Du début à la fin, vous avez partagé avec moi cette colère glacée et cette détermination d'acier. J'ai une dernière question à vous poser. La justice a été rendue, mais selon vous, la véritable justice consiste-t-elle à se venger ou à construire une nouvelle vie sur les cendres de cette vengeance ? Vous connaissez ma réponse. J'ai hâte de lire votre réponse dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine histoire.